Aline, tu peux... Bonjour à tous. Je crois qu'on voit déjà mon écran. Je le vois en fond dans la pièce. Donc, normalement, ça devrait être projeté à tous. Je veux aussi, comme mon collègue Richard Hamnett, prendre le temps de remercier nos partenaires d'aujourd'hui. Donc, bien entendu, l'Association de la francophonie pour la santé des pompiers, Bordeaux et Aetna. Merci beaucoup pour l'invitation, surtout l'invitation transatlantique qui nous permet aussi au Québec de bénéficier de votre expertise en France et de pouvoir aussi partager la nôtre. Je ne suis pas pompière de formation, je suis anthropologue de formation. Donc, je suis chercheur. Pour ceux qui connaissent moins l'anthropologie, c'est une science sociale qui ressemble beaucoup à la sociologie. Donc, notre travail est d'étudier le comportement humain et traditionnellement, l'anthropologue étudie principalement les peuples qu'on dit traditionnels, anciennement on disait exotiques. Donc, des peuples extérieurs aux sociétés occidentales. On peut aussi penser aux autochtones américains, comme on peut penser aux peuples africains. On parlera aujourd'hui de la Nouvelle-Guinée. Donc, ce sont des peuples qui ne sont pas nos sociétés européennes ou américaines. Donc, le propos de ma présentation aujourd'hui sera davantage axé sur l'anthropologie, tout simplement parce que j'ai monté mon propos suite à un appel à texte pour un article scientifique. Donc, dans les revues scientifiques, on fait appel aux chercheurs pour écrire des textes. Et c'est un appel à texte sur les enjeux sociaux des masques. Vous voyez à votre droite, il s'agit d'un masque de Nouvelle-Guinée, donc qui n'a rien à voir avec le milieu des sapeurs-pompiers, du moins à première vue. Dans ma formation d'anthropologue, j'ai eu la chance de travailler avec de nombreux professeurs d'anthropologie, donc un professeur qui s'appelle M. Pierre Maranda, un spécialiste des lots de Nouvelle-Guinée, donc le peuple de Nouvelle-Guinée. Vous avez toujours dans ma présentation des codes QR, donc les QR codes. Si vous voulez avoir les références bibliographiques, vous pourrez. Donc, M. Maranda a été, oui, mon professeur, mais aussi un de mes mentors au niveau de la recherche, et il m'a formé en anthropologie des masques. Et une de ces phrases primordiales qui nous guidera aujourd'hui, vous l'avez au centre, le masque branche son porteur sur une puissance supérieure, celle du social. Devant l'appel à texte, je me suis dit, mon milieu n'étant pas la Nouvelle-Guinée, mais bien les sapeurs-pompiers, j'ai transmis au responsable de la revue la photo que vous voyez à l'écran. Donc, c'est moi, ma première journée à titre d'observatrice du travail des pompiers. Et on me fait le plaisir immense de m'emmener dans un parcours de pratique, un parcours de formation. Et je porte pour la première fois l'ensemble de l'habit de combat incendie, dont ce qu'on appelle ici au Québec l'APRIA, l'appareil de protection respiratoire isolant autonome. Donc, en fait, le masque. Et j'ai offert à la revue un article scientifique en 3 temps, et ce sont les 3 temps que nous verrons aujourd'hui ensemble, bien entendu d'une façon synthétisée en moins de 10 minutes. Donc, premièrement, et je ferai ici écho aux propos de M. Hamnett et aux propos de M. Lecoeur, effectivement, la Priant a été longtemps vue comme étant un appareil encombrant et par conséquent très peu porté. Donc, nous y reviendrons d'une façon scientifique. Et par la suite, je veux vous montrer rapidement aussi certains parcours qui ont été faits au Québec comme ailleurs en termes de reconnaissance de la toxicité des fumées, reconnaissance qui a bien entendu augmenté l'usage et le port de l'appareil de protection respiratoire. Et nous reviendrons bien entendu sur les propos de M. Marand. Donc, me voici en 2012. Donc, Monsieur Lecourt, j'ai l'honneur de vous dire que vous n'êtes en soi pas très vieux. En 2012, il est encore commun et courant, malheureusement, de retirer les appareils respiratoires très tôt. Me voici en 2012 sur le toit d'un édifice à immeuble, donc un immeuble résidentiel, 3 étages, entièrement carbonisé. Donc, un incendie qui a entraîné une perte totale de l'immeuble. Les pompiers sont actuellement en déblai et ils me font l'honneur de vouloir me présenter l'immeuble calciné et cela jusqu'au toit. Donc, aujourd'hui, bien entendu, ce ne serait pas une pratique souhaitable de transporter un chercheur dans un immeuble calciné sans protection respiratoire et encore moins de prendre le temps de présenter toute l'équipe et le travail accompli dans l'immeuble. Donc, c'est pour ça que je mets la date sur la photo. On parle d'une photo prise en 2012 et que par respect pour la capitaine qui se trouve sur la photo, donc l'individu avec le casque rouge, qui aujourd'hui se ferait probablement fortement réprimandé pour m'avoir offert
la vue du premier bâtiment incendié. Par contre, à l'époque, c'était fréquent. Et pourquoi les pompiers retiraient leur appareil respiratoire? Pour des enjeux que la plupart des pompiers connaissent bien entendu, le poids de l'appareil, donc environ 10 kilos. Et pour nos auditeurs québécois, nous, on est souvent en livres, donc l'équivalent, c'est environ 22 livres pour une bouteille standard de 20 minutes. Bien entendu, la limitation des mouvements, donc de tourner la tête, le fait de pouvoir s'insérer dans des trous, dans des sorties, etc., c'est plus difficile avec le port de l'appareil. Et bien entendu, tous les efforts physiques accrus en intervention et en formation. Pourquoi? Tout simplement parce que l'appareil est lourd, n'est pas confortable physiquement et rend difficile la respiration. Bien entendu, il y a toujours des recherches scientifiques sur le port de la prière. On sait scientifiquement que l'appareil augmente le rythme cardiaque, augmente à son tour le rythme respiratoire et crée en fait une fatigue accrue lors des interventions. Fatigue accrue, mais qui est bonne et souhaitable pour la protection respiratoire, on s'entend ici. Donc, ceux qui veulent être documentés davantage sur les limitations que produisent le port de l'appareil respiratoire, l'étude de Kessler, qui est un auteur américain, a fait, entre autres, des comparatifs entre le port de l'appareil dans des formations sans fumée versus le même exercice physique sans appareil. Et on voit que les pompiers, bien entendu, réussissent bien mieux physiquement, sans fatigue, un exercice sans port de l'appareil. Donc, il y a un risque associé au port de l'appareil, mais bien entendu, si on ne le porte pas, le risque est encore plus élevé, notamment au niveau de la toxicité des fumées. Donc, au Québec comme ailleurs, et M. Amnott nous l'a bien mentionné, il y avait un coût important à l'achat et aussi à l'entretien des appareils. Donc, pour vous illustrer les contraintes monétaires liées à la diffusion et au port de l'appareil, je vous ai trouvé une étude de 2010 où on a recensé le nombre d'appareils respiratoires, de protection respiratoire en usage aux États-Unis. On s'est rendu compte que 67% des municipalités de moins de 5 000 habitants étaient financièrement incapables de fournir une protection respiratoire adéquate à tous leurs pompiers. Donc, la géographie du Québec, du Canada et des États-Unis fait que le nombre de villes de 5 000 habitants est relativement élevé. Donc, dans les centres urbains, le financement des pompiers étant habituellement un peu plus élevé, lorsque le financement est appuyé par seulement 500 habitants, bien entendu, les ressources financières sont limitées. C'est par conséquent limité, à l'époque du moins, la capacité à acheter et à entretenir les appareils de protection respiratoire. Nous l'avons bien vu avec la présentation de mon collègue Richard Amnott. En l'espace d'environ 15 ans, énormément de transformations ont été faites d'un point de vue de la reconnaissance légale et de la reconnaissance aussi professionnelle et médicale des cancers chez les pompiers. Je vous mets en référence un document très récent, un document international qui date de 2023, qui est disponible en français et la version originale en anglais. Donc, il y a de plus en plus de reconnaissance et on remercie ici, bien entendu, le travail de M. Amnott et de tous les médecins et de tous les pompiers aussi qui ont contribué aux études qui ont permis la reconnaissance de la toxicité des fumées et de leurs impacts dans les cancers professionnels. Au-delà du masque, la reconnaissance de la toxicité des fumées a transformé drastiquement la perception de tous les API, donc de tous les appareils de protection, de l'habit de combat au casque, aux gants, au port du masque. Donc, M. Leclerc nous l'a bien expliqué en présentation initiale, un habit de combat maintenant souillé n'est plus un signe de courage, est au contraire un signe, du moins de plus en plus, d'insouciance face à la toxicité. Donc, les tenues de combat sont lavées, sont séchées, etc. Je ne dis pas que c'est parfait, mais il y a plusieurs étapes de décontamination et de lavage maintenant en place pour protéger, bien entendu, notre propre santé, la santé de ses collègues et surtout la famille, les proches qui peuvent être touchés par les fumées secondaires. Et pour ceux qui ont vécu la transformation, et à titre d'anthropologue, je suis obligée de vous mentionner que même l'odeur
des casernes a changé, et pour le mieux. Mon collègue Amnot vous l'a rapidement présenté. Je vous le remets ici. Bien entendu, c'est un document qui est majeur pour le Québec, donc la CNESST qui nous publie un guide de bonnes pratiques sur l'entretien et toutes les facettes de décontamination et de lavage, de la tenue de feu, et par conséquent du masque et de tout l'appareil respiratoire. Et je vous mets aussi à côté une fiche de nettoyage et de prévention des bris de nos appareils de protection respiratoire liés au froid. Donc, vous savez, hein, au Québec, ici, présentement, il fait moins 10 degrés. On a la neige et tout. Donc, c'est, oui, un nouvel appareil relativement récent. On est porté depuis, d'une façon plus systématique depuis, disons, les années 2000. Donc, il a fallu aussi créer tous les guides d'entretien, les guides de nettoyage et de prévention des bris des masques et des appareils respiratoires. Attention, Karine, on arrive aux 10 minutes. Oui. Donc, je veux conclure tout de suite pour vous dire que le port du masque, donc de l'appareil de protection respiratoire, nous branche au social de différentes façons. Bien entendu, tous les efforts politiques, scientifiques, des employeurs, des centrales syndicales et des pompiers qui, ensemble, ont fait reconnaître la toxicité des fumées. Et merci à tous ceux qui ont contribué à ces efforts. Et deuxièmement, lorsqu'on porte un masque, lorsqu'on porte un appareil respiratoire, il faut avant tout être à l'écoute de ses équipes de travail. Malheureusement, on le dit rarement, mais l'équipe entre et doit ressortir du bâtiment dans les temps. Et le détendeur, qui montre la pression encore disponible dans nos bouteilles d'appareils respiratoires, n'est pas toujours un bon signe. Pourquoi? Parce que la respiration va différer énormément selon l'âge, les conditions physiques, la fatigue opérationnelle, les tâches accomplies, etc. Donc, il faut vraiment porter attention aux membres de notre équipe, à leurs efforts physiques, à leur fatigue et à leurs conditions physiques pour être certain de protéger au mieux leur santé respiratoire. Donc, je vous laisse sur la phrase initiale. Le masque branche son porteur sur une puissance supérieure, celle du social, donc tant au niveau de l'équipe que de niveau macro, au niveau des politiques et de la reconnaissance gouvernementale. Merci. Merci beaucoup, Karine. Alors, on va reprendre les questions. Je t'invite à Paul à répondre du coup à... On a une question de M. Bouvier du CNRACL. Et du coup, je te laisse préciser et expliquer. Alors, effectivement, Sébastien Bouvier. Alors, Sébastien Bouvier, si je ne fais pas erreur, c'est une personne, il me semble sapeur-pompier, représentant du personnel, qui a travaillé sur un sujet avec la CNRACL pour justement faire le premier rapport, un des premiers rapports d'un organisme extérieur, puisque il est postérieur au rapport Pourny. On est en 2017. En 2004, le rapport Pourny, animé avec Christian Lambay, fait faire une prise de conscience à la Corporation des sapeurs-pompiers des risques immédiats, circulation, etc., avec un recueil très complet de 200 mesures. Et en 2017, viennent s'ajouter la question de la toxicité des fumées et sous la plume d'un groupe de travail composite avec des éléments très intéressants. Force est de constater, et Sébastien Bouvier le dit, je pense qu'il a raison, que toutes les mesures préconisées par la CNRACL, notamment concernant le monoxyde de carbone, je peux faire un pari, sans jeter l'opprobre sur qui que ce soit, ne sont pas toutes appliquées dans les SDIS à l'heure actuelle. C'est une évidence, puisque d'ailleurs, toutes les préconisations du rapport Pourny, qui lui date d'il y a 20 ans, de 2004, ne sont pas toutes non plus à cette heure appliquées. Donc effectivement, on doit aller plus loin. Et la raison n'est pas forcément, j'entends effectivement, Karine, la question des matériels de protection, ce qui ne devrait même pas être une question, mais la question peut se poser. On connaît tous les contraintes budgétaires. Pour autant, toutes ces mesures, et certaines ne sont pas appliquées, par mes connaissances, parce que la plupart du temps, elles n'ont pas forcément un coût important. Donc je rejoins effectivement la remarque de M. Bouvier sur ce. Nous n'avons pas le plaisir de nous connaître. Moi, je le connais, lui probablement ne me connaît pas, mais je rejoins sa remarque. Il a effectivement raison. Est-ce qu'il y a des questions suite à l'intervention de Karine Saint-Denis? Oui?
pas vraiment spécifique à ce niveau cheval, mais je sais que c'est pas un produit considéré à risque. Mais oui, tout ce qu'on voit, est-ce que vous savez si c'est amené à changer, si c'est des démarches qui sont en cours pour changer ça ou pas? Je sais pas si c'est un peu étudié. J'ai pas très bien entendu la question. Alors, je m'imagine que Karine, est-ce que monsieur demande si la profession de sapeur-pompier est reconnue à risque au Québec, ou Richard aussi peut répondre à cette question-là, et, ou non? Et sinon, est-ce qu'il y a vous sentez des évolutions pour aller dans le sens d'une reconnaissance de ces risques professionnels? Richard Annotte étant plus au fait que moi au niveau Ouais, légal, je le laisserai répondre. Oui, Richard. je me permettrai une certaine réponse. Oui, le métier de pompier est en soi présente des risques et la Commission des normes de l'équité et de la santé et sécurité au travail, ou c'est santé et sécurité au travail. Donc, l'organisme de régulation en matière de santé et sécurité chez nous reconnaît la prévalence, en fait l'existence ou le lien qui est euh, présomptif entre certaines maladies oncologiques et le métier de pompier. Alors donc, de ce fait, oui, il y a une reconnaissance de certains dangers propres au métier de pompier, parce que quand on lit la définition de chacune de ces maladies dans la loi, euh, distinctement, on l'associe au fait qu'il faut que l'individu ait été sapeur-pompier pour pouvoir bénéficier des privilèges qu'accorde le règlement sur la reconnaissance de la maladie oncologique et d'autres maladies par ailleurs. Concernant la France, le sapeur-pompier bénéficie effectivement de cette présomption de part, lorsqu'il a effectué un certain nombre d'années, je parle du sapeur-pompier professionnel. Malheureusement, le sapeur-pompier volontaire n'étant pas considéré comme un travailleur, ne peut pas bénéficier de ces circonstances-là, sachant qu'un sapeur-pompier volontaire peut avoir une activité dans certains départements plus importante qu'un sapeur-pompier professionnel. Faut pas se méprendre là-dessus. Sapeur-pompier professionnel, il dispose déjà d'une rémunération plus intéressante par le biais d'une prime de feu. Cette prime de feu, il cotise une surcotisation à la CNRACL, qui est la caisse de retraite majoritaire pour les sapeurs-pompiers. Cette surcotisation fait que sa prime de feu est intégrée au niveau de la retraite s'il a naturellement un certain nombre d'annuités. Et la reconnaissance de la dangerosité du métier, c'est qu'une partie de ces années qu'il a perdues sur l'espérance de vie, quelque part, il peut les retrouver lorsqu'il a fait une activité de sapeur-pompier professionnel de plus de 25 ans. Et donc, à partir de ce moment-là, il a un nombre d'annuités plus faible qu'un travailleur lambda, on va dire. Donc, ce sont effectivement ces éléments qui permettent de dire que la profession a été est reconnue comme une profession à risque, on va dire. L'autre point, c'est que je rejoins complètement les propos de Richard Amnott. Effectivement, en ce qui concerne la reconnaissance des maladies professionnelles, maladies à effet différé, longue durée, là, la prise en charge, eh bien, le tableau des maladies professionnelles concernant les cancers n'est pas aussi étayé que ce que l'on peut trouver aux États-Unis, que ce soit ou sur le continent américain pour être plus vaste. On est loin, effectivement, loin du compte. Et en ce qui concerne les décès, j'allais dire, morts violentes, accidents liés à l'activité et la dangerosité réelle des métiers, là, effectivement, il y a une prise en charge, tout un mécanisme, c'est un peu long à expliquer, mais on a aussi, surtout, l'œuvre des pupilles et des associations qui gravitent autour de la profession, quasiment en symbiose, pour permettre depuis de nombreuses années, justement, par le biais de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers et l'œuvre des pupilles que j'ai mentionné, d'aider et d'appuyer les enfants, notamment lorsqu'il y a le décès d'un des parents sapeurs-pompiers, eh bien, ils sont appuyés par le biais de ces bonnes œuvres qui payent par exemple les études des orphelins jusqu'à ce qu'ils sortent de la faculté. Donc vous voyez, sont venus adhérer à un certain nombre de satellites sociaux qui sont montés en puissance, j'allais dire grâce à l'organisation associative qui tourne autour du monde des sapeurs-pompiers, de cette corporation, pour appuyer et aider justement au niveau social. Toujours dans l'immédiateté, en revanche, pour le long terme, ce que nous a expliqué le colonel Lecoeur, c'est beaucoup plus compliqué puisque c'est un parcours du combattant. Je rappelle simplement que le lieutenant-colonel Lecoeur a été patron directeur des ressources humaines d'un SDIS. Donc, ça veut dire qu'il a quelques facilités à comprendre ces mécanismes-là, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et j'aurais peut-être été incapable de faire ce qu'il a fait. Dernière question et on enchaîne après avec la présentation d'Henri Bastos.
Alors, du coup, s'il y a une dernière question, on va la poser vis-à-vis des PFAS. Il y a beaucoup de questions qui reviennent sur la prise en compte des retardateurs de flamme, donc des PFAS vis-à-vis du cancer. Est-ce que, Paul? Alors, moi, je me bornerai à simplement faire un état en 1 minute, parce que sinon Alain va me faire les gros yeux. PFAS, plus connu sous le nom de polluant éternel. L'organisme est un magnifique outil de filtration. C'est-à-dire que on a des limites pour les toxiques, mais nous avons une capacité d'évacuation des toxiques qui est absolument phénoménale. Sauf pour certains, que l'on appelle les polluants éternels, que nous stockons. Les PFAS en font partie, il en existe d'autres, le strontium qui se colle dans les eaux et que vous ne pouvez pas évacuer. Et au bout d'un certain moment, vous avez une espèce de masse critique. Cette masse critique, pour l'instant, la science n'est pas en capacité de l'évaluer. Pourquoi? Parce que les PFAS sont typiquement, on a regroupé sous un même terme quelque chose qui en fait, c'est de la polyexposition, puisqu'en fait c'est toute une famille de produits, je ne sais pas s'ils ne sont pas 6 ou 7 000, et que l'on retrouve absolument partout. Retardateur de flamme pour éviter justement une combustion trop rapide. Vous en avez dans les poêles, notamment avec les revêtements. Vous en avez sur les tenues de feu, ces fameux imperméabilisants. Mais vous en avez aussi partout dans vous allez au ski, vous avez des imperméabilisants, vous avez des PFAS. Vous en avez aussi dans les sites de production, puisque ces produits complètement inamicaux ont la facilité de se retrouver dans les eaux potables. C'est pour ça que vous en avez entendu parler. Pour avoir plus d'informations sur ce sujet-là, je vous engage à aller voir effectivement une vidéo qui s'appelle Vert de rage sur Internet, qui précise effectivement ces problématiques. Pour les sapeurs-pompiers, ce qui est évident, c'est comme ils sont à la confluence de l'ensemble de ces risques PFAS, les dernières études semblent montrer que les sapeurs-pompiers ont un taux plus important de PFAS que le reste de la population, sans pour autant, et c'est l'objet aussi de Ensemble, c'est d'essayer de trouver des réponses scientifiques à ces questions-là. Quel est le seuil à partir duquel je vais effectivement développer une problématique? Et je rappelle qu'il y a une étude australienne qui, moi, j'ai trouvé assez amusante, c'est que aussi il faut relativiser vis-à-vis de la science, parce que toutes les réponses ne sont pas forcément à prendre directement, puisque dans l'étude scientifique, ils expliquaient tout simplement que pour que les sapeurs-pompiers abaissent leur taux de PFAS, il fallait qu'ils fassent des prélèvements sanguins qui donnent leur sang régulièrement, et comme ça, régénérant leur sang, ils abaissaient la concentration de leur sang, sans qu'à aucun moment l'étude ne dise « mais à qui va ce sang ?» Voilà, donc moi ça m'a fait beaucoup rire cette étude. Donc voilà, il y a aussi des fois dans les conclusions, faut s'en méfier. Et voilà ce qu'il y a à dire sur les PFAS. Vert de rage, pour ceux qui n'ont pas noté, vous trouverez ça sur YouTube. Et pour aller un peu plus loin, ce verre de rage, vous allez sur le site de l'ETNA, le 10e item tout à fait en bas de la page, vous avez un lien qui vous amènera directement sur l'émission de France Télévisions.